Bonsoir et bienvenue dans ce grand débat de l'élection gouverneurale de janvier 2023. Un moment très attendu de la vie politique et démocratique de notre État. Bonsoir Simone Beaumont. Bonsoir Donovan Carter. Ce débat vous permettra de présenter vos programmes respectifs. Je précise que vous êtes chacun responsable de vos propos sur les chiffres, les faits, les actes que vous allez donner ce soir. Bien évidemment, vous avez chacun la possibilité de les contester. Nous parlerons ce soir des sujets suivants: santé, justice et sécurité, ainsi que loisirs. Nous rappelons aux téléspectateurs que les deux programmes des deux candidats sont disponibles sur Internet ou à l'entrée de cette salle. Monsieur Carter, vous avez été tiré au sort, vous serez donc le premier à ouvrir ce débat. De ce fait, Monsieur Beaumont, vous le conclurez. Je suis Eddie Oliver et vous êtes sur Wesel News. Monsieur Carter, la parole est à vous pour 1 minute 30. Vous pouvez vous présenter. Bien, bonsoir à tous. Je suis Donovan Carter. Comme vous le savez certainement, j'ai été le 43e gouverneur de l'État de San Andreas. Et avant d'avoir été élu, j'ai été lieutenant-gouverneur du regretté gouverneur Chris McWells. Et encore avant, j'étais procureur de l'État de San Andreas avant d'être nommé procureur général. Si j'ai choisi de me représenter cette fois-ci, c'est pour combattre les extrêmes, combattre ce qui nous est proposé par le Parti républicain, et pour également revenir sur 2 mandats des républicains qui ont beaucoup affaibli notre État. Je souhaite donc le redynamiser et réellement encourager l'union de nos citoyens, la démocratie, telle que parfois elle a pu être bafouée par le camp adverse. Donc j'aurai à cœur de rassembler nos concitoyens. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Carter. Monsieur Beaumont, la parole est à vous. Habitant de San Andreas, je suis Sigmund Eldon Beaumont, ancien maire de Sandy Shore, républicain affirmé et fier de l'être. Je me présente aujourd'hui pour être votre nouveau gouverneur et assurer la continuité de mes collègues qui ont offert une vie radieuse et sûre à tout l'État. San Andreas, le plus bel État du plus beau pays du monde, se retrouve néanmoins à nouveau menacé par le nuage noir qu'est le Parti démocrate. Les socialistes veulent à nouveau prendre le pouvoir et ruiner la beauté de notre île pour la livrer aux immigrés clandestins. Mon opposant me fait d'ailleurs très rire lorsqu'il parle d'extrême en parlant de mon parti, car au final les démocrates peuvent être qualifiés d'extrême gauche. Moi je dis non. Non à la démagogie, non à l'atteinte aux libertés constitutionnelles, non à l'utopie qui place les étrangers au même niveau que les Américains, alors que les Américains payent et participent à la construction de ce magnifique pays. Rendons l'Amérique aux Américains, save San Andreas et let's go Brandon. Très bien. Intéressant. Merci Monsieur Beaumont. Nous allons entamer le premier sujet de ce débat, qui est la santé. Oui, Puis-je monsieur me permettre juste une petite question à Monsieur Beaumont? Quand vous parlez de nuages noirs, est-ce que je dois le prendre pour moi? Ouais, écoutez, si on commence avec des questions aussi avec aussi peu de fond, Mais écoutez, je vous connais un petit peu oh bah écoutez, faites ce que la vous voulez. manière Les avec laquelle vous interprétations ne sont pas les miennes. savez manier les mots. Oui, oui. Vous En avez fait, certainement jamais connu un orage de votre vie. je m'interroge. Oui, bien sûr. Très bien, messieurs, commençons le premier sujet, donc le sujet de la santé. Comme vous savez, il y a quelques mois de cela, l'hôpital de Pillbox Hill a connu une toute nouvelle administration. Le gouverneur X, c'était d'ailleurs l'une des promesses du gouverneur X. Monsieur Carter, en matière de santé, qu'est-ce que vous proposez pour les citoyens de San Andreas et pour les étrangers de passage ou non à San Andreas? Alors écoutez, c'est vrai que la santé, c'est un domaine qui est trop souvent méprisé et mis de côté, on va dire. Et j'ai un plan très ambitieux pour la santé. Déjà, en tout premier lieu, je souhaite réintroduire le droit à l'IVG pour celles qui voudraient avorter, parce que ça me paraît être un droit fondamental
pour la femme de choisir si elle veut ou non poursuivre la naissance. Donc, ce droit a été bafoué par les républicains. Et c'est quelque chose qui est totalement scandaleux. C'est quelque chose qui m'a profondément affecté, étant donné l'âpreté avec laquelle les femmes ont lutté pendant des années pour obtenir cet acquis qui a été balayé d'un revers de main par des républicains ultra-conservateurs et qui sont totalement décalés de la réalité, déconnectés. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de le rétablir. Pour nos citoyennes, les citoyennes de l'État de San Andreas, mais également les citoyennes de tous les États des États-Unis qui sont privés de cette possibilité de mettre un terme à leur grossesse. Voilà, c'est le premier point sur lequel je voulais aborder. Ensuite, il y a le plan Medi-Quells qui a été mis en place par Chris McWells et qui était un véritable plébiscite puisqu'il a permis à bon nombre de nos concitoyens qui étaient dans l'incapacité de payer leurs soins hospitaliers de se voir prendre en charge une énorme partie de ces frais par l'État. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est d'aller Dans les arbres. plus loin que ce qu'avait fait mon prédécesseur. J'avais commencé un plan, le Carter Care, qui a permis de financer l'ouverture de l'hôpital de Paleto Bay. Et avec ce plan, je compte financer jusqu'à 100% des frais médicaux pour les populations précaires, afin qu'elles puissent bénéficier, oui, comme le soda permet justement de les arroser. C'est un point qui me tient à cœur parce qu'effectivement, aujourd'hui, si des populations aisées peuvent se payer les soins, les populations les plus précaires sont mises de côté et ne peuvent pas financer une opération, des soins médicaux. Et c'est quelque chose que je trouve révoltant parce que finalement, la santé doit être la même pour tous. Pas en fonction de nos revenus. Si on est riche, on peut bénéficier de soins, et si on est pauvre, on est malheureusement obligé de se débrouiller par nous-mêmes ou pire, d'aller jusqu'à la mort. Donc il faut absolument aider les plus faibles à bénéficier d'un programme de santé qu'il aurait dû avec l'aide de l'État. Voilà. C'est également pour cela que je propose une assurance publique de santé qui permettrait de prendre en charge, en fonction effectivement de cotisations périodiques, le paiement des soins de personnes, forcément des personnes qui auraient souscrites à cette assurance, qu'ils soient de classe aisée ou moins, afin que tout le monde, effectivement, puisse également bénéficier de remboursements en fonction des assurances souscrites. Ensuite, parce que c'est un domaine qui est également trop souvent mis de côté, je compte rembourser les soins psychologiques des personnes qui en ont besoin. Parce que les troubles... Ils sont encore dans les arbres, visiblement. Les troubles psychologiques ne touchent pas... qu'une certaine frange de la population. On peut tous être concernés par ça. Et je pense aujourd'hui qu'il faut aider. Il faut aider ces gens à s'en sortir. Il faut aider ces gens qui sont malheureusement qui font face à des problèmes qui peuvent être dus au stress, parce que nos vies sont stressantes au sein de notre État. Et je pense que il est important de ne pas stigmatiser ces populations qui souffrent. Et on a trop tendance justement à les mettre à l'écart dès que ces gens font état d'un appel à l'aide psychologique, alors qu'effectivement ce sont des gens qui sont en détresse et qui malheureusement la vie ne les a pas forcément épargnés et ils sont tombés dans la dépression. Donc il faut les aider à pouvoir s'en sortir, il faut les aider à ne pas perdre leur emploi, il faut les aider à la réinsertion, il faut également les aider à bénéficier de soins, parce que sans soins, ces personnes sont quasiment condamnées. Donc il faut pouvoir financer ces soins qui sont d'une utilité publique.
Voilà, et au dernier lieu, je souhaite également augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux de notre État afin de ne pas se retrouver justement en pénurie en cas de pandémie ou d'autres drames. Hein. On peut aussi penser justement à un acte terroriste qui ferait de nombreuses victimes. Si on ne peut pas les accueillir dans les hôpitaux, c'est un problème. Nous devons être prêts pour faire face à toutes les situations et je ne veux pas justement que nos concitoyens soient privés des soins qui leur est dû. Très bien, Voilà. merci Monsieur Carter. Monsieur Beaumont, même question. Que prévoyez-vous en matière de justice pour nos citoyens et des étrangers de passage ou non à San Andreas? Bien, merci, merci. Bon, écoutez, c'est très très simple. Pour moi, la santé dans le système actuel de santé, bon, les démocrates y ont effectivement contribué, mais le système de santé fonctionne relativement correctement. La preuve, nous avons fait ouvrir des nouveaux hôpitaux. Le gouvernement a mis en place des nouveaux hôpitaux, notamment à Palais-Toubaix. C'est Grâce très à bien. mon administration, Soit, effectivement. soit. En attendant, je crois que vous ne vous intéressez pas suffisamment au problème. Vous préférez guérir que prévenir. Or, moi, je préfère prévenir que guérir. Les hôpitaux, c'est bien. Alors, effectivement, augmenter le nombre de lits dans l'éventualité d'une attaque terroriste, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, construisons aussi des bunkers sous toutes les maisons dans l'éventualité d'une attaque nucléaire de la part de la Russie ou de la part de la Chine. Donc, si on commence à avoir peur de tout et n'importe quoi, nous allons construire tout et n'importe quoi. Le nombre de lits dans les hôpitaux, a priori, n'est pas un problème, sauf information contraire provenant des hôpitaux directement. C'est pourquoi, dans mon programme, il ne figure pas un volet santé, dans la mesure où je compte sur les hôpitaux pour me faire part des problèmes et j'irai directement à leur contact pour savoir les problèmes auxquels ils font face, qui, je pense, seront réglés rapidement, dans la mesure où la santé est un élément vital de l'ordre public. La santé publique est incontournable et ne peut faire l'objet que de mesures rapidement prises et très importantes. Comme l'a rappelé mon adversaire juste avant, la santé est quelque chose d'incontournable et je pense que en travaillant sur ce thème-là, nous serons en capacité d'adopter de manière unanime des réformes du système. Alors, mon opposant a parlé de l'IVG. Alors, je tiens à lui rappeler que ce n'est pas les républicains qui ont aboli ce droit, étant donné que c'est la Cour suprême, autorité judiciaire indépendante, qui fait foi. Cour suprême qui est entre les mains des républicains. Oui, bien sûr, c'est moi qui les ai tous nommés là-bas, c'est tous les républicains qui ont tous été nommés là-bas, bien sûr, les républicains ont le contrôle complet de la Cour suprême. Si Le vous dernier voulez. en date a été nommé par Les juges de la Cour le suprême président Trump. savent être impartials, ils sont... Ouais, le dernier en date a été nommé par le président Biden, le dernier juge en date. Donc, la Cour suprême, les juges à l'intérieur savent faire preuve d'impartialité, savent faire preuve de prudence, et savent être justes. Ils ont été justes d'un bout à l'autre. Nous ne pouvons pas permettre aux femmes d'avorter sans limite. Mon adversaire propose une réintroduction du droit à l'IVG. Parle-t-il de limite? Non. Il n'y a strictement rien. Je vous ferai observer que le gouverneur Kinley a fait abroger le droit à l'IVG pour au-delà d'une certaine durée. Nous avons tout de même laissé ce droit existant pour des situations qui le nécessitent réellement. Si nous voulons tomber enceinte, assumons-le et ne commençons pas à zigouiller tous les enfants. Ensuite, concernant l'assurance publique de santé, bon... Vous omettez quand même quelque chose de très bien, dramatique. merci. Vous remarquerez Les que femmes dans le plan victimes de viol n'ont pas forcément demandé à être enceintes. Et elles doivent pouvoir avoir le droit d'avorter. Vous remarquerez qu'elles ont accès à l'avortement dans ce type de situation. Mon collègue, mon opposant a proposé 3 points qui me semblent assez particuliers à aborder quand même dans son programme. L'extension pour couvrir jusqu'à 100% des frais médicaux, la création d'une assurance publique de santé et le remboursement de soins psychologiques pour les personnes qui le nécessitent. Alors effectivement, nous avons besoin d'apporter de l'aide aux personnes qui le nécessitent, mais cracher l'argent du gouvernement et cracher l'argent public qui appartient donc à toute la population, comme cela en offrant à n'importe quel malade venu, je trouve que c'est justement assez malvenu de le faire. Comment comptez-vous financer tout cela? Je ne comprends pas la façon dont vous allez aborder la chose, parce que garantir
une couverture à 100% des frais médicaux pour n'importe quel citoyen, cela risque de poser problème quand le gouvernement ne sera plus en mesure de payer. Car il s'avère que les caisses de l'État ne sont pas sans fonds. Nous ne pouvons pas imprimer de l'argent à l'infini sans que cela ait des répercussions sur notre économie. Il est donc très important de revenir à la réalité. L'État ne peut pas garantir et donner de l'argent à tout le monde, mais il faut bien entendu prévoir des situations, du secours dans les situations les plus urgentes. C'est pourquoi j'émets une réserve très grande sur le programme de mon opposant, qui a priori n'est pas au courant des vraies réalités du terrain. Alors justement, puisque vous parlez de réalité du terrain, sur le hashtag WeselNews débat janvier 2023, l'infirmière Joël nous dit: concernant l'augmentation des lits d'hôpitaux, prévoyez-vous quelque chose pour le personnel hospitalier? Nous sommes en cruel manque de médecins et les urgences deviennent rapidement débordées. Monsieur Carter, est-ce que vous avez prévu justement dans votre programme ou dans ce que vous comptez faire quelque chose pour le personnel hospitalier? Mais écoutez, effectivement, la question de Joël est totalement légitime. Et j'ai envie de lui répondre, bien évidemment, nous allons faire face à la pénurie de personnel qui frappe les centres hospitaliers. Je veux effectivement proposer une prime à l'embauche qui favoriserait justement les recrutements au sein des établissements hospitaliers. Encore de l'argent récupéré dans les arbres. Écoutez, peu importe d'où viendra l'argent. Là, c'est capital. Ouais. C'est capital. Vous allez donner l'argent comment alors, si vous en avez pas? Les impôts ne servent-ils pas à ça? Il faut redistribuer l'argent que nous Distribuer l'argent percevons. dans tous les sens, les impôts suffiront plus. Mais Sauf écoutez, si vous imposez tout le monde à 100%. je ne compte pas vous en distribuer, rassurez-vous. Mais je pense qu'il y a effectivement des personnes qui méritent cet argent. Et il faut effectivement encourager nos concitoyens et concitoyennes à travailler à l'hôpital. Et peut-être les attirer dans d'autres États. Et ce faisant, effectivement, une prime à l'embauche peut être un bon moyen de les faire venir à San Andreas pour combler les manques au sein du personnel hospitalier. Très bien. Et vous, monsieur Beaumont, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour le personnel hospitalier? Eh ben écoutez, moi c'est très simple. J'ai prévu de ne pas augmenter drastiquement les lits, comme mon opposant prévoit de le faire, dans la mesure où pour le moment aucune nécessité apparente n'est visible. Les médecins pourront donc se concentrer sur les lits déjà existants. Bien entendu, il sera nécessaire en fonction des situations, mais je me réserve le droit d'étudier le cas une fois en poste pour être certain du niveau d'élévation qu'il faudra appliquer. Il faudra effectivement avoir plus de médecins, plus d'infirmières. Mais il faut le faire proportionnellement au nombre de lits que nous avons. Je pars du principe que nous devons au moins avoir un médecin pour 5 patients. Dans les urgences, leur nom le définit très bien, il n'y a que des situations d'urgence. Les médecins sont donc sollicités non-stop et nous devons permettre aux hôpitaux d'avoir un roulement permettant ainsi aux médecins de se reposer suffisamment. Je le vois dans d'autres pays du monde, notamment en Chine, où ça vous arrive de regarder un petit peu ce qui se passe à les l'étranger. urgences sont clairement dépassées. Nous devons éviter absolument de rencontrer ce type de situation. C'est pourquoi nous devons avoir un nombre de médecins suffisant. Mais il faut déjà s'assurer d'avoir un nombre de médecins suffisant pour les lits que nous avons déjà. C'est pourquoi il faut éviter d'augmenter trop le nombre de lits, au risque de devoir augmenter trop le nombre de médecins sans pouvoir arriver au nombre que nous nous sommes fixés. Donc voilà, je propose de travailler avec les facultés de médecine pour augmenter l'insertion des étudiants médecins, parce que l'apprentissage, tout en s'assurant qu'aucune faute médicale n'est commise, est le meilleur moyen pour eux de devenir de bons médecins. Et cela permettra aussi aux habitants de San Andreas de disposer d'une meilleure qualité de soins. Très bien, j'espère, mademoiselle Joël, que les deux candidats vous ont répondu. Moi, je voudrais ajouter un dernier mot. Je vous en prie, monsieur Carter. Je vais répondre à ce qu'a dit monsieur Beaumont. Moi, je pars du principe qu'on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, on ne doit pas laisser nos concitoyens sur le banc de touche. Je préfère prévoir davantage de lits
que d'arriver Je à sais un pas, point où il n'en aurait pas assez. vous tirez ça, je n'ai jamais parlé de bande touche. Vous allez voir les moyens qui sont à la disposition de la FEMA ou à la disposition des services de santé des armées, et vous découvrirez qu'en cas de catastrophe naturelle grave, nous avons largement de quoi nous occuper de nos concitoyens. Ça sert à rien de monter les lits à je sais pas combien de milliers pour qu'au final, le gouvernement soit obligé de cracher de l'argent pour que ces lits inoccupés soient maintenus. Non, ça sert strictement à rien. Les situations d'urgence, nous avons largement de quoi subvenir aux besoins. J'espère pour vous que je n'en aurai pas besoin parce que vous m'avez l'air quand même très tendu. Vous n'avez jamais eu affaire à la FEMA ou à l'armée alors? Vous n'avez jamais rencontré nos militaires? Oh, détrompez-vous. Ah bah, je suis encore allé au Fort Zancudo la semaine dernière et j'ai pu voir, je suis passé devant le hangar où ils ont les hôpitaux de campagne qui sont stockés pour les opérations extérieures, et je peux vous dire que nos militaires sont largement prêts pour nous secourir. Merci à eux d'ailleurs. Merci à eux, effectivement, et merci à nos soignants, car pour nous secourir, il nous faudra immanquablement des soignants. Effectivement. Très bien, merci messieurs. Sans transition, je vous propose de passer au deuxième sujet de ce grand débat, à savoir la justice et la sécurité. Nous avons tous vu ces images de situations assez critiques, entre coups de feu, braquages, ou encore multiples refus d'obtempérer. Vous en souvenez, je l'espère, le gouverneur X, d'ailleurs, dans son dernier message à la population, a appelé à s'investir pour la justice et la sécurité. Monsieur Beaumont, vous avez été tiré au sort pour ce sujet. Que comptez-vous faire si vous êtes élu gouverneur pour la justice et la sécurité de notre État? Bien, merci pour m'avoir donné la parole. Le volet justice, je l'ai couplé avec le volet droit de manière générale, parce que pour moi, ce sont deux choses qui sont littéralement indissociables. C'est un des gros morceaux de mon programme, et pour cause, c'est le moment le plus critique pour la société lorsque nous devons régler des conflits devant un tribunal. En effet, cela suppose la plupart du temps qu'une situation particulièrement grave, odieuse et compliquée pour des concitoyens est arrivée, survenue et a causé beaucoup de dommages. Je propose donc une multitude de choses. Premièrement, une réforme du code pénal, puisque ce dernier s'avère être littéralement incomplet. Nous avons certaines infractions qui sont réprimées, heureusement, mais vous en savez quelque chose. Il en manque beaucoup. Certaines, notamment relatives au vol à main armée, ne sont pas suffisamment réprimées, vous l'avez mentionné vous-même. Les braquages sont en explosion et malheureusement la réponse pénale qui permet d'être donnée n'est pas suffisante. Nous ne pouvons blâmer les magistrats pour cela, car en réalité ils ne font appliquer une loi qui est en réalité trop laxiste. Et cela est bien dommage. Il faut donc augmenter le nombre d'incriminations dans le code pénal et rendre la répression plus dure pour les criminels qui mettent à mal la tranquillité de nos concitoyens. Il faut également, et cela est proposé depuis, je crois, depuis monsieur Chris McWells, le système de bracelet électronique, qui en réalité, je pense, un défi technologique, peu importe la couleur du gouvernement, et que je me garantis de relever le plus rapidement possible et dès le début. Les bracelets électroniques doivent être une peine applicable à la place d'une peine de prison ferme pour garantir la sécurité des concitoyens tout en offrant la possibilité aux prisonniers de se réinsérer. C'est pourquoi il faut ouvrir cette possibilité uniquement aux criminels qui sont les moins dangereux. Et je dirais même uniquement aux délinquants plutôt qu'aux criminels. Il faut également modifier la loi qui entoure les... Effectivement, Brandy, vous avez raison. Qui entoure les systèmes de vidéosurveillance pour permettre à chacun de sécuriser sa propre propriété sans être limité par une législation qui lui interdit de filmer la voie publique, ce qui est totalement débile. Il faut aussi, pour accroître l'efficacité de l'action policière, augmenter les outils dont elle dispose, notamment les outils informatiques qui permettent de détecter les criminels et les bandits. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un système d'information criminelle qui regroupe le système des casiers judiciaires,
permettant ainsi aux magistrats de consulter plus facilement et plus rapidement les casiers judiciaires des personnes qui sont déférées devant eux, mais aussi le système des fichiers centraux, qui comporte du coup toute une liste de fichiers qui figurent à mon programme. Je vais en citer que quelques-uns. Nous avons notamment les fichiers des personnes disparues, dans les cas où la police viendrait à retrouver une personne disparue, sans savoir tout de suite qu'elle est effectivement disparue. Le fichier des personnes recherchées, qui permet de retrouver les personnes qui sont, comme le nom du fichier l'indique, recherchées. Le fichier des organisations criminelles, qui permet notamment de mettre en évidence ces organisations criminelles. Et cela rendra l'action policière plus facile pour une question de preuve et pour pouvoir faire preuve d'une prudence accrue, notamment pour les organisations criminelles qui sont occultes et auxquelles la police ne sera pas tout le temps au courant de leur existence. Il faut bien entendu augmenter le nombre de fichiers en ouvrant pour des fichiers pour les délinquants sexuels, pour les personnes non identifiées, et les fichiers de base, bien entendu, d'immatriculation des véhicules. Il faut aussi, dans ce système global d'information, inclure le système d'application des peines qui permettra à chaque policier d'être au courant des peines que la personne est censée appliquer. Nous pouvons rencontrer régulièrement, quand j'exerçais en tant qu'avocat à l'époque, j'ai déjà constaté un manquement de la part du ministère public en ce qui s'agit de l'application des peines, puisque des fois des personnes sont condamnées en l'absence, car elles ont été absentes au procès, et ne sont jamais en réalité récupérées, et cette peine n'est jamais faite appliquer par le ministère public, ce qui est bien dommage. Il faut aussi, et ce système a priori déjà été mis en place par la mandature précédente, mais il faut bien entendu le mettre à jour avec la réforme du code pénal, un système de code infraction qui permet une identification plus rapide des infractions et qui permet de faciliter la tâche des policiers lorsqu'il s'agit d'identifier les infractions criminelles. De manière générale, j'ai également identifié quelques nécessités en matière de réforme, et là, mon opposant, je pense, ne sera pas tout à fait d'accord avec cela, lui-même qui a gracié un criminel. Il faut augmenter le nombre de magistrats à nouveau. Mon prédécesseur, Je ne vous ai pas le gracié, gouverneur attention. X, le gouverneur X, oui, parce que vous le faites à demi-mesure. Le gouverneur X Aussi les personnes l'a qui en déjà sont fait. Il dignes. faut augmenter le nombre de magistrats, car en réalité, la justice a gagné en rapidité, mais pas suffisamment. L'augmentation du nombre de magistrats, va également dans la continuité d'une collaboration plus étroite entre l'appareil judiciaire et les facultés qui forment nos futurs magistrats, avocats ou même policiers. C'est pourquoi je propose que les facultés de droit de Los Santos et les différentes juridictions de notre État soient rapprochées pour qu'une forme d'alternance soit mise en place et pour permettre aux étudiants de découvrir plus rapidement et plus facilement le monde judiciaire réel et la réalité du terrain. Voilà un petit peu ce que je propose. D'autres mesures sont évidemment à faire, mais je ne vais pas ici toutes les lister, sinon j'en ai pour une demi-heure. Très bien. Monsieur Carter, même question. Que comptez-vous faire en matière de justice et de sécurité publique dans notre État si vous êtes élu gouverneur? Alors déjà, je tiens à saluer certaines mesures proposées par mon opposant et qui sont également dans mon programme. Je pense notamment à la remise en place d'un système de brasse électronique. Que vous avez mis du lent à pondre, hein. Écoutez, je pars du principe, je ne sais pas si vous avez lu Le Lièvre et la Tortue. Bon, eh ben écoutez, je pense que des fois, il faut effectivement prendre son temps pour bien faire les choses. Oui, Inutile de les bâcler. Sachant que demain c'est le dernier délai pour déposer les candidatures, vous avez raison. Eh bien, donc, la remise en place d'un bracelet électronique me semble effectivement très important parce que il y a des condamnations qui ne sont pas réellement, pour moi, propices à l'envoi en prison. Donc, le système de bracelet électronique permettrait justement de désengorger les établissements pénitentiaires de certaines personnes qui n'ont pas forcément qui ne méritent pas d'en faire partie.
Donc, les bracelets électroniques, c'est une très bonne chose qu'il faut absolument remettre en place au plus vite. Effectivement, mon opposant fait le même constat que moi, que la justice est un petit peu en panne en ce moment. C'est un petit peu rouillé parce que, effectivement, il y a beaucoup d'affaires qui s'enchaînent, mais pas de manière très fluide, étant donné que, comme pour la santé, nous manquons de personnes qualifiés au sein de la justice, qu'ils soient procureurs, qu'ils soient juges, qu'ils soient avocats, et c'est ce qui freine un petit peu les délais de traitement des affaires. Donc il faut absolument recruter, c'est primordial. Mais je constate une chose, c'est qu'effectivement, le bureau du procureur général, qui a parfois pu faire l'objet de critiques sur la manière de traiter les affaires, est dirigé par un républicain. Bon, qui d'ailleurs était anciennement gouverneur de l'État de San Andreas. Donc il faut se poser des questions sur est-ce que ce sont les bonnes personnes qui font tourner ces administrations. C'est pourquoi je propose justement Parce que c'est connu quand les démocrates étaient la au pouvoir, la création justice, oui. d'une loi qui permettrait au gouverneur de démettre Et quand les démocrates sont au pouvoir, les criminels le ils s'échappent procureur plus facilement. Ils sont général graciés à tour de bras. ou le chief judge de leur fonction en cas de manquement, justement. Un manquement que vous serez à même d'apprécier. Fonction. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on puisse proposer un recall pour un gouverneur et qu'on ne puisse pas en faire de même pour un procureur général ou un chief judge qui ferait mal son travail? Alors, le but de ce que je propose n'est pas de révoquer forcément Monsieur Kinlet de ses fonctions, ou le chief judge également, mais de permettre, Attention, c'est enregistré ce que vous dites. si besoin est, d'accéder justement à un remplacement, si véritablement il est prouvé qu'il y a un blocage dans ces institutions. Un blocage qui serait nuisible pour le bon déroulement des affaires et qui donnerait peut-être lieu à des vices de procédure, des gens qui seraient potentiellement condamnables, mais qui, par un manque d'action de la part du bureau du procureur, seraient relâchés, remis en liberté, faute d'avoir été entendus en temps et en heure. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument faire attention. Maintenant, en termes de... J'espère que vous encadrerez cela correctement, parce que c'est une sacrée atteinte à l'autorité judiciaire. Et j'allais dire, est-ce que justement ce n'est pas une atteinte à la séparation des pouvoirs Un petit peu, oui. longuement Eh bien, présentée par feu Aristote? Alors, non, je ne vois pas ça comme une atteinte à cette séparation des pouvoirs, parce que le but n'est pas de s'immiscer dans les affaires judiciaires et de les contrôler. Le but est de permettre leur bon déroulement. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une défaillance notoire de la part de ces institutions, si quelqu'un ne fait pas son travail correctement, ce qui entraîne des vices de procédure ou des retards interminables, je pense qu'il est de notre devoir d'y mettre un terme. Parce que le but, dans ce cas-là, ne vous proposez pas au poste de gouverneur, parce que vous risquez d'être rapidement démis de vos fonctions. Le but, ce n'est pas d'aller droit dans le mur quand on en voit un. Le but, c'est effectivement de freiner afin de l'éviter. Et c'est exactement ce que je veux faire avec cette proposition de loi. Encore une fois, c'est une proposition de loi. Ça ne veut pas dire que ça sera accepté, mais c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Et je tiens à dire, Monsieur Beaumont, que vous êtes assez mal placé pour parler de ça, étant donné que vous avez vous-même fortement bien visité l'établissement pénitentiaire de Bolingbroke pour des faits qui sont graves. Et vous avez gracié des personnes tout aussi dangereuses. Alors ouais, non, j'aimerais quand même aussi dangereuse préciser aux téléspectateurs et aux citoyens qui nous regardent que le code pénal prévoit déjà des infractions de la sorte. Dans ma réforme du code pénal, j'ai prévu notamment d'augmenter les peines qui sont encourues, notamment pour la négligence criminelle de la part d'un membre des services publics. Je prévois notamment de faire une infraction. C'est très impartial de votre part, parce qu'effectivement, oui, vous serez potentiellement concerné par ce que vous allez mettre en place. Bien sûr. C'est tout à votre honneur de faire ça, oui, monsieur Beaumont. Et donc, dans le code pénal, je prévois une infraction notamment qui est autonome en la matière et qui prévoirait du coup une inéligibilité et une révocation immédiate du poste occupé. Bien entendu, très bien. Par contre, je tiens quand même à vous rappeler que c'était à moi de m'exprimer sur ce sujet. Hein. Malheureusement, vous proposez une loi qui on vous a pas donné la parole. Efficace. Vous aviez du temps pour vous exprimer. Maintenant, c'est un petit peu à moi de. Vous n'êtes pas permis de modifier l'agencement qui a été mis en place par les journalistes en matière du débat.
Alors, non, mais étant donné que Oui. la question m'était posée, je Oui, pense qu'effectivement, la bienséance voudrait que je Monsieur termine de Carter, répondre. allez-y. Alors, pour ce qui est de la sécurité intérieure, vous savez effectivement que la sécurité, c'est un C'est malheureusement pas le domaine. sujet. Si, puisque ça faisait justice et sécurité, si je ne m'abuse, monsieur Oliver. Effectivement, justice et Voilà, je vous sécurité. remercie. Alors, donc, moi je trouve capital, Dès que vous effectivement, n'avez pas réussi à mettre. d'augmenter le budget alloué au service de police afin qu'ils puissent disposer de tout l'équipement nécessaire pour mener à bien leur mission, mais également du personnel nécessaire pour ce faire. Et ça paraît totalement primordial d'accéder à leurs requêtes à ce niveau-là, puisque si nous avons une police qui ne peut pas répondre aux besoins de la population, c'est le premier maillon de la chaîne pénale qui s'en trouve entravé. Donc il faut leur donner tous les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien leur enquête, mener à bien leur mission sur le terrain, et c'est ce qui permettra de faire baisser la criminalité. Parce que la criminalité actuellement, elle est malheureusement en hausse. Et j'en suis navré, parce que moi, quand j'avais quitté le poste de procureur général, nous étions sur une criminalité qui avait largement baissé, et qui était même à son plus bas niveau, depuis très longtemps. Et vous savez Je ne peux pourquoi que constater, je dirais que c'est l'efficacité. Oui, l'efficacité, on vous Bonjour. a jamais vu au tribunal. J'aurais aimé plaider contre vous, effectivement. Oui. Alors, malgré tout, je propose également de renforcer les sanctions à l'égard des criminels, un petit peu comme M. Beaumont, puisque je pense effectivement qu'il y a certaines sanctions qui sont peut-être un petit peu trop laxistes Effectivement. et qu'il faut Beaucoup durcir trop. afin que les criminels, justement, ne se sentent pas impunis. C'est pourquoi également j'appliquerai la politique de tolérance zéro pour les actes criminels. C'est-à-dire que je demanderai à la police d'appliquer une tolérance zéro sur le terrain. C'est-à-dire pas de connivence, pas de pardon, pas de... Oh, Non. mais c'est vous qui dites ça. Pff. Permettez-moi Mais- d'en rire. Mais écoutez, je Si vous Flynn permets... Coyle avait fait l'objet d'une tolérance zéro, il serait peut-être pas mort. Je suis tout à fait petit ce que vous dites là, mais Oui, bon, la c'est à sécurité votre, publique aurait c'est à été, votre hauteur. La sécurité publique assurée. a été entravée par ce que vous avez fait qui vous a conduit à Bolingbroke, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Coyle. Oui. Monsieur Bon, Coyle je était beaucoup plus dangereux demanderai- pour moi. Également la poursuite de l'installation Oui, bon, des systèmes de vidéosurveillance sur les autoroutes et dans les zones sensibles, parce qu'actuellement, je pense qu'effectivement, il y a des zones sur lesquelles il serait tout à fait opportun d'installer des caméras. Et je pense justement aux quartiers problématiques, que ce soit Davis, que ce soit également sur Vous des allez pas oser les zones mentionner. recluses, par exemple, sur certains quartiers de Sandy Shores où il y a des activités tout à fait discutables, hein, que ce soit dans le camp de certaines... Mais c'est les habitants de Sandy Shore où ils sont très respectables. Et aux dernières nouvelles, ils ont une sheriff station en plein milieu de la ville. Donc, Ils sont ils tout à fait sont respectables sous bonne sécurité. Et vous à votre inquiétez pas, image. ils respectent les lois contrairement à certains. Et qui enfin, habitent à je Los Santos. souhaiterais effectivement interdire les armes automatiques et semi-automatiques du marché. Et renforcer d'ailleurs les contrôles contre la prolifération de détention d'armes illégales. Parce que bon nombre de nos concitoyens possèdent des armes qui ne sont pas enregistrées ou qui ne sont pas tolérées. Il faut effectivement renforcer les contrôles afin de les supprimer de la circulation, de les confisquer et de condamner leurs possesseurs aux peines appropriées. Par la même occasion, effectivement, je tiens à rappeler que l'interdiction d'armes automatiques et semi-automatiques concernerait les citoyens lambda, parce qu'il n'est pas effectivement question d'armer tout à chacun d'un pistolet semi-automatique qui ferait des ravages dans des lieux publics. On l'a bien vu avec toutes les fusillades qu'il y a malheureusement dans notre nation. Le but n'est pas de les interdire pour certaines administrations, certaines entreprises habilitées à en disposer. Par contre, le citoyen n'a pas à avoir une arme automatique pour se défendre. Voilà. Monsieur Oliver, si je puis me permettre, je n'ai pas abordé mon sujet sécurité quand nous Ah, avons posé c'est sur la bête, justice. vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Non, mais monsieur ça me Oliver. permettra aussi de rebondir, hein, parce que Monsieur Donovan Carter a abordé des choses qui sont tout de même assez graves, et j'espère que les concitoyens
s'en rendront compte. Je reviens sur votre dernier point que vous avez mentionné, interdire les armes automatiques et semi-automatiques. Savez-vous ce qu'est une arme semi-automatique, monsieur Carter? Mais vous allez nous l'expliquer pour que Eh bien écoutez, un Glock 17 est une arme semi-automatique. Donc en fait, vous proposez tout bonnement d'interdire la totalité des armes sur le territoire de San Andreas, alors même que la Constitution des États-Unis interdit d'interdire l'accès aux armes pour nos concitoyens. Donc en fait, vous avez la confirmation devant vous qu'en fait les démocrates veulent désarmer la population pour avoir plus de contrôle sur eux. L'interdiction des armes automatiques, je suis en partie d'accord, mais pas pour une interdiction totale. Donc, dans mon volet sécurité, j'ai bien entendu, dès le départ, abordé la question des armes, qui est une question fondamentale parce qu'elle fait partie de la Constitution des États-Unis. Je propose donc de libérer l'exercice de ce droit constitutionnel de détention et de port d'armes à feu, quels que soient les calibres, en assouplissant notamment les restrictions de stockage à domicile, car en réalité, ces restrictions risquent, peuvent pour certains, notamment pour moi, de représenter un certain frein, car nous ne sommes pas toujours en mesure de les respecter en fonction de la configuration de la maison, des matériaux utilisés pour sa construction. C'est pourquoi je propose, quand je serai en fonction, de mettre en place une loi de sécurité citoyenne qui sera donc votée par le Parlement pour permettre à chaque citoyen d'avoir un meilleur accès aux armes à feu et un accès plus sécurisé. Peu importe les armes à feu qui sont achetées, il faut absolument qu'il y ait un suivi, qu'il y ait une sécurité dans l'utilisation, car les concitoyens peuvent s'avérer être des personnes dangereuses en possession d'armes, car ils sont mal formés. Si ce sont des citoyens qui sont bien formés, en possession d'une arme, le danger est drastiquement réduit. La preuve en est, les forces de l'ordre, les agents de sécurité, dès lors qu'ils sont formés, armés, ne représentent pas la même menace qu'un citoyen pioché au hasard, qui n'a aucune expérience dans les armes et qui va en acheter une à la première armurerie du coin. Voilà la question des armes abordée. Je voulais aussi, pour mon volet sécurité... Si je puis vous couper, donc justement, nous avons une réaction de monsieur ou madame Joseph, qui est une question pour vous, monsieur Carter. Que comptez-vous faire des armes qui sont déjà en circulation? Les armes qui sont en circulation et qui ont été achetées légalement dans les ammunitions ne feront pas l'objet de reprise, effectivement. Je dois effectivement confesser. Ouais. Il y a un problème alors. Non, Parce que vous proposez d'interdire la totalité des armes sur le territoire de San Andreas, sauf celles qui ont déjà été achetées. Donc au final, les citoyens vont s'armer jusqu'aux dents. Enfin, c'est pas logique pour vous, hein, je tiens à le souligner. Les habitants de San Andreas vont s'armer jusqu'à ce que vous soyez élus. Une fois élus, ils achèteront plus rien, mais ils seront quand même armés jusqu'aux dents. Bon, quand vous aurez fini de brailler, je pourrai effectivement répondre. Ouais. Et je dois confesser effectivement une méconnaissance dans le domaine des armes. Voilà. J'ai été certainement mal conseillé. Effectivement, je pense que le but, mais parce que je ne suis pas effectivement fervent amateur. Donc les habitants de San Andreas vont élire un gouverneur qui va interdire les armes sans savoir ce qu'il interdit réellement. Eh bien, écoutez, justement, l'objet de ce débat a également pour but. Mon programme n'est pas figé, vous savez, comme le vôtre. Hein, vous l'avez écrit noir sur blanc. Super bien. On peut revenir sur certaines propositions. Le but n'était pas le risque étant que vous soyez Glock élu 17 parce que vous allez interdire les armes. Mon but n'était pas d'interdire la détention de Glock 17, par exemple, voyez-vous. Ouais, en mentionnant les armes semi-automatiques, vous le faites. Et j'en suis navré, je reviendrai dessus. Mais le but, c'était plutôt d'interdire des pistolets mitrailleurs, des Uzi, des choses comme ça, qui sont drastiquement dangereuses. Alors justement, messieurs, que pensez-vous justement de l'armement des professeurs des écoles? En effet, nous avons questionné, la rédaction de Gwezel News a questionné plusieurs professeurs, que ce soit dans l'état de San Andreas ou dans d'autres états, et nous avons appris que certains professeurs des écoles étaient obligés de s'armer pour éviter des situations de crise comme nous avons pu connaître dans certains établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il serait utile de faire pour que les professeurs restent dans le domaine éducatif et non rentrer dans un autre domaine? Monsieur Beaumont.
Ah bah écoutez, c'est très simple. Malheureusement, je ne peux que constater une situation qui m'alarme. Je n'étais, à vrai dire, même pas au courant que les professeurs agissaient de la sorte, n'étant pas en contact direct avec le corps professoral, mais je suis quand même mais, vraiment, même choqué de la situation, car en réalité, devoir s'armer dans les écoles, c'est grave. Néanmoins, c'est choquant oui et non, parce que les professeurs font exercice d'un droit constitutionnel. Maintenant, je tiens à leur rappeler que la loi de Saint-Andreas, en l'état actuel, ne leur permet pas de porter des armes, encore moins dans une école. C'est pourquoi dans mon volet sécurité, j'ai mentionné l'élargissement et la densification des réseaux de vidéosurveillance et l'augmentation des moyens de la police qui leur permettront ainsi de sécuriser les abords des écoles, des universités, des collèges et des lycées. Car en réalité, ce sont effectivement, et nous l'avons vu au Texas l'année dernière, et dans les États-Unis en général à plusieurs reprises depuis très longtemps, que les écoles sont souvent sujets à des fusillades. J'ai moi-même mon petit-fils qui a fait un exercice tireur actif dans son école, et j'ai été très choqué par le fait que mon petit-fils, qui n'a que 6 ans, soit obligé d'être confronté à une telle violence et à un tel stress. Le problème n'est pas la possession des armes à feu, le problème est le manque de sécurité aux abords des écoles, et c'est pourquoi il faut absolument densifier les outils et les moyens qui sont mis en place autour de ces zones sensibles, que je considère comme étant du coup des zones vraiment sensibles. Ce n'est pas que les quartiers défavorisés qui sont des zones sensibles où les actes criminels sont récurrents. Les zones sensibles concernent aussi les endroits où, lorsqu'un acte criminel est commis, les dégâts sont particulièrement douloureux. Monsieur Carter, sur ce sujet-là, sur ce sujet qui demeure quand même important, ce sujet où des professeurs d'école qui enseignent les fondamentaux à nos enfants sont obligés de s'armer. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles conclusions vous en déduisez? Écoutez, je suis atterré. Je suis atterré quand j'entends ça. Contrairement à Monsieur Beaumont, je m'informe beaucoup, donc j'étais au courant, malheureusement, des prérogatives dont s'étaient affublés certains professeurs, et je trouve ça totalement navrant. C'est là qu'on voit justement les limites des armes, puisque leur prolifération contraint des gens dont c'est pas du tout la vocation à s'armer afin de faire face à un éventuel danger. Mais dont c'est le droit. Donc c'est le droit. Mais c'est tout à fait discutable sur un lieu d'enseignement, en présence d'enfants. Moi, je comprends qu'ils aient cette volonté d'être armés, mais ça me révolte de dire que nous devons être impuissants face à ça. Donc moi, ce que je proposerais, c'est plutôt que d'armer les professeurs, il faut peut-être qu'il y ait un contrôle à l'entrée des établissements, un contrôle via des portiques, comme dans les aéroports, ou des détecteurs de métaux, qui permettraient effectivement de contrôler les sacs de ceux qui rentrent dans ces établissements, afin qu'effectivement un élève ne se retrouve pas en possession, au sein de la classe, d'une arme, quelle qu'elle soit. Et c'est également justement un bon moyen également de pouvoir éventuellement travailler avec des sociétés de sécurité comme Merryweather, qui pourraient faire l'objet d'un contrat avec le gouvernement pour sécuriser les établissements scolaires et faire les contrôles appropriés. C'est pas en interdisant toutes les armes que vous permettrez à Merryweather de disposer des moyens nécessaires. Au contraire, il faut leur permettre d'avoir plus de moyens. Alors je n'ai pas dit que Merryweather n'aurait pas les moyens d'assurer ces contrôles. Ouais, si vous entendez les armes automatiques et semi-automatiques... Pour les particuliers. Pour les particuliers, les sociétés qui ont des contrats spécifiques pourront toujours en avoir. Vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. En espérant que ce soit vrai. Regrettable. Voilà. Très bien, merci messieurs. Le volet sécurité, monsieur Beaumont. Donc oui, donc je m'étais arrêté à la loi sécurité citoyenne qui concernera donc tous les citoyens et qui permettront à chacun de faire valoir ce droit constitutionnel fondamental. Je propose évidemment aussi d'augmenter le nombre de places au pénitencier de Bolingbroke et d'y créer une aile dédiée à la rétention des immigrés clandestins qui en réalité pullulent dans nos rues. On l'a vu encore il y a peu à El Paso, en Californie,
où les immigrés ont été virés manu militari à l'arrivée de Joe Biden. En réalité, ce genre de manœuvre ne traduit que la tristesse de la situation. Nous avons les rues pleines d'immigrés clandestins que nous ne sommes même pas capables d'identifier et qui risquent de commettre des actes criminels particulièrement odieux sans que nous puissions savoir de qui il s'agit réellement. Et le fait de les retirer quand le président Biden arrive, je pense que cela montre à quel point les démocrates sont déconnectés de la réalité, car avant d'arriver sur le terrain, on nettoie le terrain. C'est pourquoi je propose une aile spécifique dédiée dans Bolingbroke qui permettra d'y détenir ces clandestins avant qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine, sous réserve, bien entendu, que ce pays ne soit pas un pays qui soit en conflit ou en guerre ouverte avec les États-Unis. Il faudra bien entendu, pour remplir cette aile-là et assurer son efficacité, une augmentation des moyens policiers pour lutter contre l'immigration illégale, ce que je propose de manière générale dans l'augmentation des moyens pour les forces de l'ordre. Il faut aussi, je l'ai précisé avant, élargir et densifier le réseau de vidéosurveillance dans les secteurs à risque, avec aussi, pour certains secteurs, une mise en place d'un système de reconnaissance faciale qui permet d'identifier immédiatement les terroristes. Je veux que les vidéosurveillances identifient les personnes les plus dangereuses de la société aussi rapidement que le ferait un aigle. Il faut absolument que la sécurité soit garantie, que les terroristes ne puissent pas se promener en toute impunité, en toute tranquillité, en toute discrétion dans nos rues. Cela est une question de sécurité nationale. Mais n'est-ce déjà pas fait par le système de reconnaissance de la NSA, Monsieur Beaumont? Écoutez, la NSA ne peut pas assurer la sécurité en même temps, simultanément, pour toutes les caméras de la ville et toutes les caméras du pays. Il faut qu'à l'échelle de San Andreas, nous ayons notre système qui nous permet, car si tout est décentralisé, tout est déconcentré, cela nous permettra d'avoir une meilleure efficacité car nous faisons tout à l'échelon local. Il faut également mettre en place des systèmes de surveillance sonore qui nous permettraient notamment de détecter les fusillades et de manière générale les infractions pénales qui génèrent un bruit particulier. Je pense notamment aux parkings dans lesquels il risque d'y avoir des courses de rue et des rassemblements. J'ai moi-même expérimenté cela dans un parking de Los Santos où j'ai été très surpris de constater un rassemblement de véhicules qui faisaient des burns sur le parking en plein milieu de la nuit, sans déranger personne car l'endroit où le parking se situait, il n'y avait que très peu d'habitations. Pourtant, le danger est réel car le parking est toujours utilisé par le public. Donc il faut mettre en place des systèmes qui permettent de détecter sans forcément par la vidéosurveillance plus rapidement les infractions pénales. Qui dit détecter les infractions, de manière sonore, hein, dit une écoute de la population. Est-ce qu'on n'entre pas justement dans les libertés individuelles de chacun? C'est-à-dire que dans ce cas-là, avec les vidéosurveillances, on suit les individus et c'est pareil. On suit les individus, mais on n'entend pas leur conversation. Écoutez, Là... je crois que vous n'êtes pas censé... Bon, vous avez énormément de mal avec l'armée, visiblement. Vous les côtoyez très peu, mais ce sont des systèmes de détection des coups de feu. Ce sont des systèmes qui existent dans l'armée. Ce sont des systèmes qui détectent les coups de feu qui arrivent à déterminer d'où ils proviennent. Ce sont ces systèmes-là qu'il est nécessaire d'installer dans les endroits clés pour pouvoir détecter les coups de feu, identifier d'où ils proviennent et immédiatement informer les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir rapidement. Malheureusement, même si c'est une démarche qui est tout à fait à leur honneur, les citoyens ne disposent pas de la même rapidité que ces systèmes-là pour identifier ne serait-ce que les coups de feu et d'identifier d'où ils proviennent. Il faut également offrir la possibilité à l'État, dans des conditions très strictes et sous la surveillance de l'autorité judiciaire et du Parlement, permettre d'appliquer la loi martiale lorsque la situation l'exige. Lorsque les quartiers les plus sensibles sont hors de contrôle, et notamment où la garde nationale est sur le point d'être déployée, il faut bien entendu mettre en place la loi martiale pour permettre à la garde nationale de faire son travail de la meilleure manière possible. Bien entendu, cette loi bénéficiera de toutes les sécurités nécessaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement de la part d'un gouvernement, notamment
s'il est démocrate. Il faut aussi apporter une sécurité supplémentaire pour la population en obligeant les personnes condamnées dans des quartiers à risque de suivre un examen psychologique et psychiatrique et éventuellement de subir des soins si elles en expriment le besoin, parce que ce sont dans ces quartiers-là où la récidive est la plus élevée. Et je pense que par le biais des soins psychologiques et psychiatriques, nous sommes en mesure d'identifier les situations les plus problématiques et qui risquent de représenter un vrai risque de récidive. C'est pourquoi, à travers ces soins, nous allons endiguer les phénomènes de récidive en offrant à chacun la possibilité, sans qu'il ait à payer quoi que ce soit, la possibilité de bénéficier de ces soins pour identifier, ne serait-ce que lui-même, les problèmes auxquels il fait face et pour pouvoir s'en sortir au minimum soi-même. Très bien. Messieurs, si vous n'avez pas de remarques ou d'autres arguments à apporter, nous pouvons passer au sujet suivant. Attendez, on m'informe dans l'oreillette que Monsieur Joseph veut se réexprimer. Monsieur Joseph pose la question à vous, Monsieur Beaumont. Vous dites que les personnes qui sont en difficulté sont fous? Alors non, les personnes en difficulté, si je dis personnes en difficulté, c'est parce que je ne mentionne pas que les personnes qui font l'objet, qui souffrent malheureusement de difficultés, de maladies psychologiques ou psychiatriques. Les personnes en difficulté, ça regroupe de manière générale les personnes qui sont dans des situations défavorisées, qui sont notamment pauvres, et qui sont très souvent à même de commettre des infractions, et qui, en bénéficiant de soins psychologiques ou psychiatriques, pourront trouver des réponses à leurs questions multiples, et peut-être trouver la voie leur permettant de s'extirper de leur situation. Est-ce que vous sous-entendez que les personnes pauvres sont plus à même de commettre des infractions criminelles ou... Les personnes qui sont pauvres sont souvent obligées de commettre des infractions pour subsister, je suis désolé. Et malheureusement, si elles ne bénéficient pas d'une aide psychologique ou psychiatrique, ils ne vont pas s'en sortir. Et vous avez des statistiques là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant de considérer que les personnes pauvres sont les plus à même de commettre des... Je propose de les aider, pas de les enfermer. Criminels. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que moi, justement dans mon programme, je rembourse les frais psychologiques. J'ai précisé que ces soins psychologiques-là, en cas de condamnation, ne seraient pas à leurs frais. Ensuite, donc, avant que mon opposant me coupe, Ça ne vous est jamais arrivé. Dans les personnes en difficulté, on prend aussi en considération les personnes qui souffrent de maladies d'aliénation mentale. Alors, ces personnes-là, malheureusement, ne risquent pas d'être condamnées. C'est pourquoi, dans cette loi-là, il faudra mettre en place un internement immédiat de ces personnes dans des structures médicales psychiatriques pour s'assurer qu'elles ne représentent plus de danger aussi bien pour la population que pour elles-mêmes. Car j'ai déjà eu affaire à des personnes aliénées, je ne parle pas des démocrates, et pour certains, ils ne sont même pas du tout maîtres de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut, eux, et ce sont les personnes prioritaires, je pense, dans ce programme-là, en matière d'aide, il faut qu'elles soient prioritaires et qu'elles soient immédiatement prises en charge, condamnation ou non. Voilà en gros les personnes... Alors fou était une ancienne notion utilisée pour les désigner. Je préfère parler de personnes malades, d'aliénés mentaux, même si aliéné est pour moi un terme un peu péjoratif, mais je le trouve très adapté quand même. Très bien. Merci messieurs. Donc, nous pouvons enchaîner sur le troisième et dernier thème qui tourne autour des loisirs. Comme vous savez, en ces temps difficiles, les citoyens ont besoin d'air. Monsieur Carter, vous avez été tiré au sort pour cette première question. Qu'est-ce que vous proposez en matière de loisirs dans l'état de San Andreas? Alors, vous l'avez effectivement justement rappelé. Ces temps difficiles nous poussent à recourir aux loisirs. Et malheureusement, l'état de San Andreas n'est pas véritablement prêt à répondre à cela. C'est pourquoi je propose plusieurs choses, notamment la subvention à toute personne voulant organiser un événement culturel ou sportif au sein de notre État. Parce que je pense que ça requiert des fonds suffisants et qui peuvent éventuellement faire défaut. La subvention est quelque chose que je trouve tout à fait normal, car il faut aider à l'instigation d'événements culturels et sportifs. Ensuite,
va pas plaire à tout le monde, mais je propose une privatisation régulière de la piste de l'aéroport de Sandy Shores afin d'y organiser des événements sportifs de type course automobile ou ça peut être autre chose, hein. Ça peut être également du cross, du vélo. Mais je pense que nous n'avons pas assez de terrain propice à cela et ça avait été fait dans une précédente administration et c'était plutôt ça attirait les gens. Donc je pense qu'il serait de bonne loi d'y revenir. De même, étant un fan d'automobile, je me permets d'avoir une suggestion concernant la construction d'un circuit automobile, remplacement éventuellement d'installations obsolètes. Pourquoi pas, enfin, y organiser des rallyes, des courses, mais qui permettront de fédérer un public demandeur de cela. Donc je serais très honoré, effectivement, de pouvoir en être à l'origine. Et puis, c'est une idée qui m'est venue, la création d'un festival musical, parce que vous connaissez certains États qui ont des festivals comme Lollapalooza, comme... oui, il y a plusieurs festivals. Et nous n'en avons pas, et pourtant je suis certain que nous avons au sein de l'État de San Andreas des talents capables de rivaliser avec d'autres artistes d'États divers. Et ce festival, je vais le rappeler, le Chant Andreas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense sincèrement que c'est un festival qui fera date dans l'histoire. Vos qualités d'intermittent du spectacle vous permettraient d'acquérir une certaine célébrité, effectivement. Eh bien, écoutez, nous avons besoin de clowns, et effectivement, vous êtes quelqu'un qui pourrait répondre à nos attentes. Oui. Réaction de monsieur Hugues le Teutonneux, qui nous dit concernant les loisirs, qu'est-ce que vous pensez du casino? Est-ce qu'on pourrait y avoir accès un jour? Eh bien, j'y suis tout à fait favorable, parce que il est vrai que ce casino, ça fait des années, hein, je pense, qu'on l'attend. C'est un casino qui est en construction depuis très longtemps, mais qui mériterait d'être ouvert, parce que il est vrai que le public, j'en serais le premier d'ailleurs, à être désireux de le visiter, le public serait certainement emballé par un casino. C'est aussi divertissant que ça peut rapporter. Donc c'est quelque chose qui serait tout à fait propice au sein de notre État. Alors après, pour le choix du nom, il est vrai que je ne suis pas vraiment fan de l'appellation Donald Trump. Très bien, monsieur Beaumont. Même question. Que proposez-vous dans votre programme en matière de loisirs au sein de l'État de San Andreas? Alors en matière de loisirs, j'ai plusieurs propositions qui sont aussi, pour certaines, mentionnées dans mon volet société. Notamment la mise en place d'événements visant à rappeler l'histoire riche des États-Unis, notamment la reconstitution de batailles de la guerre de sécession, de gun show ou alors même de meetings de véhicules anciens ou de véhicules aériens. Cela pourrait être un vrai plus pour la population, pour mieux comprendre ne serait-ce que l'histoire de notre pays, mais aussi de découvrir peut-être une passion pour la mécanique ou pour l'aéronautique. Nous avons mentionné, et monsieur Hugues le Teutonneux l'a très justement rappelé, nous avons un casino qui est en construction. Et c'est pourquoi je propose dans mon volet société d'apporter une aide du gouvernement et de s'assurer que le gouvernement supervise mieux les travaux pour une question bien entendu de probité et de rapidité. Il faut que ce casino soit mis en place et cela a commencé à être fait sous la mandature de Meryl Dex Garnett qui avait pour projet de mettre en place un casino Donald Trump à l'image et à la gloire de notre 45e président des États-Unis qui a malheureusement été malmené il y a quelques années de cela. C'est pourquoi je propose la même chose dans la continuité de Meryl Dex Garnett qui a vu juste quand il a proposé le nom, et je veux permettre par là aussi aux habitants de San Andreas de disposer d'une image qui est purement américaine, car les casinos, je pense que tout le monde, quand on pense à l'Amérique, on pense notamment aux grands casinos de Las Vegas, mais pas que. Moi je veux que les étrangers, quand
on parle des États-Unis mentionne aussi le casino Donald Trump de Los Santos. Et c'est pourquoi je propose son achèvement. Également, et je suis très attaché à cela, je propose l'aménagement d'un stand de tir à ciel ouvert, naturellement, pour permettre à chacun de bénéficier du soleil dans le désert de Sandy Shore, qui permet l'organisation d'événements sportifs et de faciliter l'accès à la pratique du tir, bien entendu, pour les habitants de Blaine County notamment. Los Santos dispose de mémoire de 2 stands de tir, tandis qu'à Sandy Shore, à Paleto Bay, il n'y en a strictement aucun. Malheureusement, la pratique du tir s'avère du coup particulièrement restreinte, et je propose, par là, que les habitants aient davantage accès, et ça va dans la continuité de l'exercice du droit constitutionnel d'accès aux armes, à un magnifique stand, flambant neuf, suffisamment équipé et large pour accueillir un grand nombre de nos concitoyens. Par là, je propose aussi la création d'une licence de tir qui permettra aux tireurs sportifs d'acquérir et de transporter des armes avec une limite plus élevée, voire sans limite, avec par contre une inéligibilité à ce permis pour les personnes qui résident dans les quartiers classés à risque et qui ont été condamnés pour des infractions violentes. Je propose aussi, et sous la supervision du gouvernement, la création de jeux, de compétitions spécialisées. Tout cela se déroulera sous la supervision du Department of Public Health et nous créerons du coup des compétitions comme les Jeux Olympiques de San Andreas, le Tour de San Andreas qui sera une course cycliste, le Marathon de San Andreas qui sera une course à pied, le San Andreas Air Show qui pourra donc être mis en place pour les démonstrations aériennes, et je pense notamment à une association, l'association de Madame Firestorm je crois, ou d'autres associations encore aériennes qui nous permettront de nous faire voir des étoiles, d'avoir aux enfants d'avoir des étoiles dans les yeux, permettre aux enfants d'avoir des étoiles dans les yeux en voyant de magnifiques avions faire des pirouettes dans le ciel. Je propose également San Andreas Water Show, puisque les avions ne doivent pas être les seuls qui sont mis à l'honneur, les bateaux faisant aussi partie des moyens de locomotion privilégiés des Américains. Et enfin le San Andreas Gun Show qui permettrait à chacun de découvrir la passion du tir sportif. Enfin, le volet loisir ne pourrait être complet sans comporter une partie sur la chasse, où il faut, à mon avis, libérer cette pratique en permettant aux chasseurs de plus grandes périodes pour exercer cette pratique et des secteurs plus propices en évitant les parcs naturels, mais en pouvant exercer la chasse dans des zones qui sont en réalité inhabitées et où des espèces naturelles particulièrement sensibles ne sont pas recensées. Malheureusement, les zones de chasse actuelles sont trop restreintes et ne concernent pas les zones où il n'y a personne. Et les habitants de Blaine County, quand j'étais maire, me l'ont mentionné à plusieurs reprises en disant « Monsieur le maire, je souhaiterais chasser plus souvent dans d'autres endroits, car tout le temps chasser au même endroit, ça pose problème pour les espèces qui fuiront nécessairement ces endroits. » Très bien, nous avons une question qui nous vient directement de monsieur Archidrôle. Celui-ci nous dit: aura-t-on le droit de chasser le Beaumont? Écoute, si vous voulez commettre un meurtre, libre à vous. J'espère que vous serez attrapé rapidement. Question est coquette. Par contre, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur Beaumont, sur les Jeux Olympiques. C'est une très très bonne idée que j'aurais aimé mettre en place. Simplement, le souci c'est que Los Angeles a eu les droits pour 2028 et que nous ne pouvons candidater malheureusement. Je ne propose pas d'organiser les Jeux Olympiques classiques. Je propose d'organiser des Jeux Olympiques propres à l'état de San Andreas. Alors on ne les appellera pas les Jeux Olympiques parce que c'est une appellation protégée, voyez-vous. Tout le monde ne peut pas appeler... Il n'y a pas de problème avec cela. Nous ferons de l'équivalent des Jeux Olympiques. Très bien, très bien. En permettant notamment aux citoyens d'y participer. Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres arguments à apporter, d'autres exemples, d'autres... J'aimerais quand même
rappeler aux habitants de Saint-Andreas la réalité qu'est celle du mandat, de l'ancien mandat du gouverneur, enfin de l'ex-gouverneur Carter du coup. Je tenais à vous rappeler que il a été parsemé de scandales, parsemé d'incompétence surtout, et de laxisme en tout genre. Je tiens aussi à attirer votre attention que cela fait 2 mandatures que le gouvernement est républicain. Et grâce à cela, le gouvernement a su faire preuve de plus de probité. Mais aussi, le gouvernement a réussi à réellement protéger la population et à vous garantir une vie qui correspond aux valeurs américaines. Ce que malheureusement, et vous l'avez vu lors de ce débat et vous le voyez encore à travers le programme, et vous risquez de nouveau le voir si vous élisez M. Carter, que ce parti politique-là, les démocrates et l'extrême gauche, sont en réalité allergiques aux valeurs américaines et vous empêcheront du mieux qu'ils le peuvent de pouvoir exercer les droits qui vous sont accordés et qui sont inspirés de ces valeurs. Pensons aux pères fondateurs du pays qui ont tout fait, qui se sont battus corps et âme pour offrir aux citoyens américains les droits dont ils bénéficient aujourd'hui. Rappelons-nous aussi le combat constant des élus républicains pour ramener dans la loi les droits et libertés qui ont été supprimés ou écartés par les démocrates. Habitants de San Andreas, soyez-en conscients, les démocrates ne sont pas un parti qui savent gouverner, ils sont la peste noire. C'est beau. Monsieur Carter, pour votre Ah bah, conclusion du débat, pourquoi vous et pas Monsieur Beaumont? Eh bien écoutez, je crois que les choses sont très claires. Monsieur Beaumont n'a pas hérité de vociférer sur notamment mon programme et sur l'action des démocrates. Je Mais montre surtout vos difficultés. réellement, finalement, la conclusion est à l'image de tout le débat de son côté. C'est-à-dire que plutôt que de parler de ce qu'il serait amené à proposer, ce qu'il pourrait faire en tant que gouverneur, il n'a pas cessé de dire combien je Oui, pourrais c'est être mauvais. jamais Et mentionné je ce ne me sujet. suis pas permis de vous Oui. interrompre pendant votre conclusion. Excusez-moi, mais je Moi-même. ne vous permets pas de raconter n'importe quoi. Bah, écoutez, les téléspectateurs seront aptes à juger de ce que je dis. Mais il est vrai que ramener tout sur les démocrates pour faire votre conclusion me semble un petit peu dommage. Enfin, bref. Me concernant, j'estime qu'effectivement, les républicains n'ont pas fait effectivement un travail conséquent. Et effectivement, si notre État est actuellement en difficulté à bien des égards, je pense qu'on peut imputer cela aux décisions prises par les précédents gouverneurs républicains. Mais je ne vais pas faire un discours focalisé sur les républicains comme mon opposant. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, dans mon premier mandat, j'ai pu commettre certaines erreurs qui n'en commet pas. Et effectivement, je pense que les erreurs nous amènent à grandir. Parce que j'ai pris du recul, puisque effectivement, je me suis retiré de la vie politique pendant quelques temps suite au décès tragique de mon conjoint, qui ne posera donc plus de problème à Monsieur Beaumont, puisqu'il n'y aura pas de risque qu'il soit à nouveau gracié, étant donné qu'il est décédé. Ça m'a amené à me recentrer sur l'essentiel, sur l'humain, sur la nature, l'écologie, des valeurs qui sont beaucoup plus fortes que certaines valeurs purement capitalistes prônées Vous par certains. apprécierez mon volet écologique alors, dans mon programme. Bah écoutez, effectivement, c'est vrai que c'était imprimé sur un très beau papier journal qui a fini dans la cheminée, parce qu'on recycle. Il faut toujours recycler. Voilà, rendre à la nature ce qui lui appartient. Poursuivez, Monsieur Carter. Voilà l'intérêt que portent les démocrates pour l'opposition. Ah, j'ai tout à fait considéré votre programme. Je vous assure que j'en ai Messieurs, fait une lecture S'il vous plaît, assidue. Monsieur Carter, pour votre conclusion. Alors, j'ai effectivement ma part de responsabilité dans certaines erreurs lors de mon premier mandat, mais des erreurs qui ont été comprises et qui ne se reproduiront plus. Je vous en fais la parole. Certain, ça. Pour la bonne et simple raison que tout le monde peut évoluer et changer dans sa façon de voir les choses et de voir la vie. C'est mon cas. J'ai appris de mes erreurs.
Je suis totalement désireux d'améliorer l'état de San Andreas et la condition de vie de ses habitants. Moi, je ne vois pas justement le fait de supprimer des libertés. Au contraire, je vois la possibilité de renforcer notre démocratie et notre union les uns envers les autres. Je ne suis pas là pour diviser la population, je suis là pour l'unir. Et c'est exactement le sens de mon message, qui j'espère sera entendu le 19 janvier. Et en cela, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un honneur pour moi que de vous exposer mon programme. Très bien, merci à vous Monsieur Carter. Monsieur Beaumont, même question, pourquoi vous et pas Monsieur Carter? Écoutez, je l'ai déjà mentionné avant, hein, Oui, gouverneur Carter, j'espère que la totalité des concitoyens de San Andreas se souviennent des erreurs qui ont été commises consciemment ou inconsciemment, je ne le sais pas. Écoutez, les républicains, comme je l'ai mentionné précédemment, ont fait le travail le plus remarquable possible et nous continuerons à le faire car nous voulons assurer à chacun la possibilité de faire valoir les valeurs américaines qui sont chères à notre pays et, je l'espère, à la totalité de nos concitoyens. Malheureusement, ce n'est pas en élisant des démocrates que cela sera garanti. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, le travail de mes prédécesseurs a été bon, mais en raison de la durée du mandat, il est nécessaire de poursuivre le travail. C'est pourquoi, dans cette phase montante du bon vivre au sein de l'État, je propose ma candidature pour prendre le relais, telle une course d'athlétisme où il y aura très certainement un autre successeur républicain après moi. Je veux, habitants de San Andreas, vous assurer que je veux garantir le bien-être et votre sécurité dans un état de San Andreas riche et prospère comme il l'a été avant le désastre socialiste. Il faut que nous ayons une société exemplaire et pour cela nous devons unir nos forces derrière les valeurs américaines que nous défendons et que les démocrates bafouent. Votez pour moi. Soyez éveillés, habitants de San Andreas, et participez vous aussi à la construction d'un État idéal qui rayonne à travers le monde. Je vous remercie. Merci Monsieur Carter, merci Monsieur Beaumont. Ceci était le débat de l'élection gouverneur de janvier 2023. C'était Eddie Oliver et tout de suite la 425e rediffusion de la grande série Le cœur a ses raisons. Merci à vous et à bientôt sur Weasel News.